Bonsoir, d'abord. Je dirais que si on veut chercher les racines de la laïcité en France, il faut revenir aux positions des philosophes des Lumières et à la Déclaration des principes des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, parce que c'est à ce moment-là que commence la première révolution copernicienne de la substitution des devoirs envers Dieu remplacée par les droits de l'homme. Et c'est de là que tout découle. On peut dire qu'il y a eu laïcisation de l'état civil. Et même, on ne le sait pas assez, en 1795, il y a eu une première séparation des églises et de l'État éphémère, remplacée ensuite, à partir de 1802, par le régime imposé par Napoléon Bonaparte des cultes reconnus, les religions étant les 4 religions reconnues devenant des institutions contrôlées par l'État et disons, les ministres des cultes étaient nommés, payés, contrôlés et étaient bien sûr des piliers de l'État. Tout le 19e siècle, pour résumer, est un conflit récurrent entre, d'un côté, les forces contre-révolutionnaires, souvent catholiques, et les forces républicaines, souvent anticléricales. Cela aboutit à ce que, à partir de 1869, tous les républicains mettent à l'ordre du jour 2 grandes options, à savoir la laïcité de l'école publique et la séparation des églises de l'État. Le processus de laïcisation des institutions commence avec effectivement les lois scolaires de Jules Ferry de 1880 à 1886. Mais il faut savoir que Gambetta, qui pourtant avait prononcé la fameuse formule « le cléricalisme voilà l'ennemi », avait également dit, dans le même discours, qu'il ajournait la remise en cause du concordat, qu'il ajournait la question de la séparation des églises et de l'État, tout simplement pour ne pas aggraver le conflit entre les deux France. Effectivement, ici, il s'agissait d'abord, dans une génération au moins, de faire en sorte que l'école primaire laïque laïcise, républicanise les jeunes Français. Et c'est l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui va rendre nécessaire cette deuxième grande initiative de laïcisation des institutions que représente la séparation des églises de l'État. Vous n'imaginez pas la puissance de l'Église française, de l'Église catholique française vers 1900. 225 000 prêtres religieux et religieuses, la plus forte proportion de religieux en Europe, plus qu'en Espagne et qu'en Italie. La France n'a jamais été autant fille aînée de l'Église. Or, les archives du Vatican prouvent qu'effectivement, à l'époque de l'affaire Dreyfus, il y a eu des tentatives de renversement de la République, ou en tout cas de complot pour la restauration, disons, d'un régime qui aurait été beaucoup plus favorable, disons, à l'Église catholique. Donc, c'est dès 1903 que, finalement, se crée une commission de 33 députés pour préparer la séparation de l'Église et de l'État, alors que se dégradent les relations entre un pape intégriste Pie X et une assemblée, disons, de plus en plus marquée à gauche, et un gouvernement marqué par, vous le savez, le petit père Combes. Mais, première erreur, la loi de séparation de l'Église et de l'État n'émane pas du gouvernement d'Émile Combes. Elle émane d'une commission parlementaire présidée par le radical socialiste Ferdinand Buisson, grand collaborateur de Jules Ferry dans le temps, et président de la Libre Pensée et de la Ligue de l'enseignement à l'époque, et aussi de Jaurétiens, 2 députés que Jaurès a poussés dans cette commission, puisque c'était son ami Francis de Pressensé, député socialiste de Lyon, qui a rédigé le projet, la proposition de loi, plutôt, qui est à l'origine de ce grand débat. On ne le sait pas assez, mais pendant 18 mois, 33 députés, au départ partagés, ont réussi à produire, dès juillet 1904, une proposition de loi avant même la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Alors,
quelles que soient les péripéties, c'est sur cette base que Aristide Briand, rapporteur de la commission, va défendre le projet de loi à partir de mars 1905. Je passe sur les péripéties qui sont bien connues, mais je voudrais faire un petit commentaire sur les 2 premiers articles. Alors effectivement, le mot laïcité n'apparaît pas dans le texte de la loi, mais dans les débats internes à la commission, il est bien précisé que les principes de la laïcité seront définis dans les 2 premiers articles de la loi, qui d'ailleurs sont titrés « Principes ». L'article 1er dit « La République assure la liberté de conscience ». Point. Ce point a été discuté. Pourquoi? Parce que pour les pères de la loi, la liberté de conscience est la première des libertés, celle d'où découle aussi bien la liberté de penser que la liberté de croire, la liberté religieuse. Ensuite, l'article dit « La République garantit la liberté de culte ». La République, disons, garantit la liberté de culte. Le terme « liberté de religion » n'apparaît pas, parce que les pères de la loi pensent que la liberté de religion est renvoyée au fort intérieur, à la décision de chaque particulier, sans que la République ait à s'en mêler. La République ne reconnaît désormais plus que des citoyens et pas des catholiques, des protestants, des juifs, etc., etc. La République garantit la liberté des cultes, c'est-à-dire l'organisation de cérémonies religieuses collectives, y compris dans l'espace public. Alors, ne soyons pas plus radicaux que les hommes de l'époque. Il n'y a pas une séparation étanche entre la sphère publique et la sphère privée. Pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, la laïcisation, ça ne concerne pas simplement le religieux, ça concerne aussi, disons, l'école, bien sûr, mais aussi les hôpitaux, les administrations, etc., etc. L'article 2 de la loi est très précis. La République ne reconnaît, ne salarie, ni subventionne aucun culte. Cela veut dire tout simplement que le régime des cultes reconnus par Bonaparte est aboli, que désormais les églises ne sont plus des institutions publiques et que les ministres du culte ne sont plus des fonctionnaires. Tout cela parce que, eh bien, il fallait marquer et séparer profondément le politique et la religion. Pour cela, Jaurès est très clair. La laïcité est une condition de la démocratie, parce que, disait-il, la démocratie ne fait intervenir dans toute sa vie civile, politique et sociale en aucun moment la question religieuse. Bon. Cette séparation engage également la neutralité de l'État. L'État est neutre en matière, disons, confessionnelle, mais aussi philosophique. Donc, voyez-vous, pour nous résumer sur ce point, sur ce premier point, la laïcité telle qu'elle apparaît, disons, au travers de la loi, est basée sur les 2 principes insécables, inséparables de liberté de conscience et d'égalité des droits entre croyants et non-croyants, et les 2 applications pratiques que sont la séparation des églises et de l'État et de la neutralité confessionnelle et philosophique de l'État. Est-ce que c'est cela qui a été constitutionnalisé en 1946? Je vais vous faire un second rappel historique qui, à mon avis, est important. En 1946, les gaullistes et surtout les chrétiens démocrates ont fait échouer la constitutionnalisation de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État, en particulier lors du rejet du premier projet de constitution. Et la conséquence, c'est que, on l'a oublié, et ça, enfin, c'est assez amusant de le rappeler ici, c'est un amendement déposé par le Parti communiste, par Étienne Fajon et Georges Gogniot, qui a fait que la République ait été déclarée laïque. Donc, depuis 1946, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Oui, mais en 1958, que s'est-il passé? En 1958, sur proposition d'un constitutionnaliste député démocrate chrétien, M. Costefleuret, a été introduite à un petit amendement qui est passé comme une lettre à la poste, à savoir la République
respecte toutes les croyances. Pour moi, la formule est ambiguë, parce que la République respecte tous les croyants et tous les incroyants en tant que personne, mais la République doit laisser au libre examen et à la libre critique toutes les croyances comme toutes les opinions, sans que la République ait à s'en mêler. Aussitôt, l'Église de France applaudit. Et certains juristes aujourd'hui considèrent que dès ce moment-là, il y a un glissement de la laïcité séparation à la Aristide Briand et à la Jaurès vers une laïcité neutralité qui respecterait désormais la pleine liberté de religion. Deux conséquences de ce petit glissement, ce premier glissement. Eh bien, dès 1958, l'Église de France s'empare de cela pour définir ce que l'on appelle aujourd'hui la laïcité positive. Dès 1958, l'Église de France fait la distinction entre la saine et légitime laïcité, qu'elle oppose au laïcisme anticlérical, qu'elle condamne parce qu'il refuse la collaboration entre les institutions religieuses et les institutions publiques. En 1958, c'est bien avant Vatican II, eh bien, l'Église de France et le Vatican ensuite, dans la plus pure tradition de saint Thomas d'Aquin, qui remonte au XIIIe siècle, distinguent quoi? Eh bien, ils renoncent à la théocratie, mais ils distinguent donc l'autonomie des deux pouvoirs temporels et spirituels dont ils rappellent la nécessaire collaboration. Et dès ce moment-là, on parle de laïcité de collaboration. Et le premier exemple de laïcité de collaboration, c'est la loi Debré du 31 décembre 1959. Cette loi Debré, vous le savez, c'est celle qui permet le financement public des établissements confessionnels sous contrat à 95% catholiques. Mais on ne sait pas assez que c'est aussi cette loi qui, au nom du respect de la liberté de religion, permet que les catéchismes et les aumôneries puissent s'établir dans tous les établissements publics, lycées et collèges, sans internat. Vous comprenez bien que dans ces conditions, quand, en 1996, l'Assemblée des évêques de France accepte le rapport de Monseigneur d'Agen, elle ne fait que se féliciter. Écoutez bien la formule de Monseigneur d'Agen. L'Église de France reconnaît le caractère positif de la laïcité, non pas telle qu'elle était à l'origine, mais telle qu'elle est devenue. Et désormais, l'Église catholique admet une conception de la laïcité qu'elle définit ainsi. Premièrement, cette laïcité, c'est une institution qui permet à l'Église de pleinement s'exprimer et agir dans l'espace public. Mais c'est aussi un état d'esprit qui prend en compte la réalité du fait religieux. Ce faisant, en admettant et en reconnaissant la laïcité comme un art de vivre ensemble, rapport d'Agen, un art de vivre ensemble, l'Église catholique a préservé l'essentiel de ses, disons, positions, de ses privilèges. Je voudrais maintenant très vite apporter une deuxième petite précision. D'où vient la formule laïcité ouverte? Alors certains font remarquer que, disons, on trouve cela par exemple chez l'historien Paul Ricoeur. Mais c'est fondamentalement, d'après mes travaux, l'Église réformée de France protestante et la Ligue de l'enseignement qui vont définir cette notion et surtout la populariser jusqu'à produire un manifeste commun publié en août 1989 pour un nouveau pacte laïque. Alors, cherchons quelques explications très rapides. L'Église réformée de France a toujours dit qu'elle approuvait pleinement la laïcité de l'État. Mais elle a critiqué de plus en plus ce qu'elle appelait la catholaïcité, c'est-à-dire les privilèges concédés par l'État à l'Église catholique. Par tradition, par culture, le protestantisme français a toujours été sensible au problème des minorités. Et donc, quand l'Église réformée de France intègre les évangéliques en 1982, eh bien, elle déclare qu'il faut prendre de plus en plus en compte les besoins des minorités qui sont de plus en plus nombreuses dans cette société française qui est de plus en plus pluraliste. Ça, c'est la première définition,
disons, de la laïcité ouverte. Réfléchissons maintenant à la conception de la laïcité ouverte de la Ligue de l'enseignement. Au printemps 1984, face aux manifestations de la droite catholique, le président Mitterrand renonce au projet d'unification d'un service public de l'éducation nationale. Aussitôt, se multiplient les revendications religieuses communautaires, je pense en particulier à celle du CRIF et d'autres. Bien, mais la Ligue de l'enseignement tire le bilan de cet échec. Et elle dit, on ne peut plus poser la question du dualisme scolaire, c'est une réalité désormais acquise, ce n'est plus un problème clivant. Vu que la culture protestante est très tournée vers les nouvelles idées, disons, anglo-saxonnes, c'est le moment où pénètrent en France toutes sortes de notions, les théories de la diversité, les théories du multiculturalisme, les théories de l'équité et, disons, des accommodements raisonnables, même si là j'anticipe un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Ligue de l'enseignement décide de prendre en compte tous les problèmes nouveaux des minorités culturelles et religieuses et décide, entre autres, d'ouvrir un dialogue avec toutes les grandes religions de France. Et cela aboutit à ce fameux rapport d'août 1989, en pleine commémoration du bicentenaire de la Révolution française, alors que triomphent les remises en cause de la République, de la Révolution jacobine, eh bien, ce manifeste apparaît comme, disons, un véritable tournant. Pourquoi? Parce que ce manifeste débouche fondamentalement sur deux requêtes. Premièrement, que l'État prenne en charge les nouveaux cultes, les nouvelles religions qui sont, disons, minoritaires et qui n'ont pas autant d'avantages que les autres grandes religions. Mais deuxièmement, ce manifeste se termine en demandant à l'État de prendre en compte la réalité du fait religieux et de reconnaître le caractère positif, la contribution positive des religions à la fois à, disons, l'ordre social, pour aller vite, la contribution donc culturelle et sociale des religions. À partir de ce moment-là, eh bien, vont se multiplier, comme dans une valse, des étiquettes et des épithètes, à savoir les notions de, et je terminerai là-dessus, les notions de laïcité positive, laïcité ouverte, laïcité inclusive, laïcité pluriculturelle et même laïcité européenne. Quels sont, d'après moi, les points communs à toutes ces, disons, laïcités? Eh bien, j'ai oublié de dire que la Ligue de l'enseignement avait publié en 1984 un véritable manifeste où elle disait qu'elle devait inventer une nouvelle théorie de la laïcité. Une nouvelle théorie de la laïcité. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait un bond, effectivement, assez important. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces épithètes? Toutes ces laïcités estiment que elles estiment qu'il faut reconnaître le rôle positif des religions qui a été fondamentalement négligé et qu'il faut reconnaître leur utilité sociale. Deuxième point, elles privilégient de fait la liberté de religion, souvent au détriment de l'égalité des droits et des croyants et des incroyants. Surtout, elles cherchent à répondre, disons, à la sécularisation, à cette sécularisation profonde des sociétés qui, disons, qu'elles cherchent à contrebalancer en réactivant le retour du religieux. Elles n'en sont pas seules responsables. Si bien que, au moment où s'effondre l'idéal communiste, au moment où, disons, le rêve de l'État-providence s'estompe fortement, eh bien, les partisans de ces nouvelles laïcités comptent fondamentalement sur ces laïcités ouvertes ou la contribution des religions pour réenchanter le monde, comme si les religions en particulier avaient le monopole eh bien, de l'espérance, de la spiritualité, de la morale et même du sacré.
À partir de 1989, on peut dire qu'en France, nous assistons à toutes sortes d'incidents à l'occasion des signes extérieurs de religion, les voiles bien sûr islamiques, les kippas, etc., etc. Mais il y a bien plus profond que cela. En fait, se pénètre profondément dans les milieux politiques et intellectuels, aussi bien les idées de la diversité, du multiculturalisme que du néolibéralisme ou de la révolution conservatrice. Et dans ces conditions, les tenants de ces laïcités nouvelles et de certains partis font valoir que la France est liée à des textes internationaux qui permettent la pleine liberté de manifestation de religion. Dans ces conditions, je pense qu'il y a 4 conséquences majeures qui vont complexifier le problème, d'autant plus que les partis politiques vont s'emparer de plus en plus de la question portée sur la scène publique. D'abord, se multiplient à partir de à partir des années 90, des concessions à des communautés qui sont faites et justifiées au nom, disons, de la diversité ou de la laïcité multiculturelle. On voit de très nombreuses municipalités, le plus souvent socialistes ou centristes, faire des concessions à des associations, à des groupes, à cause de leur intervention sociale, scolaire, périscolaire, etc., etc. Très souvent, ces élus pensent pouvoir acheter la paix sociale par, disons, ces concessions faites à des groupes qui se révèlent parfois, pas toujours, qui se révèlent parfois des groupes, disons, religieux. De toute façon, on peut se poser la question de savoir si on peut parler encore de laïcité quand il y a, par exemple, un véritable clientélisme municipal qui aboutit en fait à un communautarisme électoral. D'autre part, on se rend compte que pendant cette période, dans le vocabulaire politique et médiatique, se multiplient les références à la tolérance, alors que l'emploi du terme laïcité disparaît. Alors que pourtant, la tolérance, et Jaurès était bien placé pour cela, la tolérance, disons, n'est qu'une concession du prince, qu'une concession de l'État à des minorités ou à des communautés. Jaurès, je me permets de le rappeler, disait en 1910, il terminait en 1910 son grand discours intitulé « Pour la laïque » en disant « Nous ne sommes pas le parti de la tolérance. La tolérance, c'est une idée que Mirabeau considérait comme injurieuse pour les idées des autres. Nous sommes le parti du respect mutuel de la pensée et de l'esprit qui se manifeste en elle. » Donc, voyez, de toutes les pensées et de l'esprit qui s'y manifeste en elle. Donc, voyez-vous, il y a une tendance, je dirais, au laxisme qui aboutit à renforcer un certain nombre de communautés et de communautarisme. Ce faisant, un certain nombre de partis de droite et d'hommes de droite, surtout après 2002, vont s'interroger sur la situation et estimer que ce sont des concessions faites essentiellement, disons, à ces communautés musulmanes visibles de manière bien nouvelle. Je prends 2-3 exemples. Un en particulier, vous le verrez. François Baroin, en 2003, publie un premier livre pour une nouvelle laïcité, où il développe l'idée qu'il faut défendre l'identité française faite, disons, d'universalisme, d'égalité, entre autres hommes-femmes, et d'humanisme, contre les dangers présentés par un certain nombre de comportements, en particulier les comportements des musulmans. Et il demande à ce que l'État conjugue laïcité et autorité. Nicolas Sarkozy, dès 2003, reprend, dans un autre contexte et avec une ampleur de vue, à mon avis, aussi plus large, l'idée de nouvelle laïcité. Nicolas Sarkozy, dans son ouvrage « La religion, l'espérance... La République, l'espérance et les religions » développe l'idée qu'il s'agit de créer une nouvelle laïcité. Une nouvelle laïcité
Et il charge une commission de juristes de mettre au point la réforme de la loi de 1905 en développant l'idée qu'il s'agit de répondre, je cite, répondre aux grandes espérances des grandes religions de France, et plus particulièrement aux attentes des évangéliques et des musulmans. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il dit que ces groupes religieux sont souvent des groupes sociaux en déshérence sociale. Deuxièmement, en fonction du caractère de crise internationale, du contexte international. Et troisièmement, parce que ces religions sont des garanties d'ordre social. Vous connaissez bien sûr toutes ces déclarations à Riyad ou ailleurs, hein, ou à Rome, mais j'attire votre attention sur une petite formule qui est passée un peu inaperçue, à savoir, je cite Nicolas Sarkozy, « Je suis certain que la croyance religieuse et la pratique religieuse sont les meilleures garanties de l'ordre social dans une société de liberté. » Donc, il s'agit, certes, d'organiser le culte musulman. Et en ce sens, Nicolas Sarkozy renoue avec les traditions néo-gallicanes et bonapartistes, disons, des cultes reconnus. Mais il s'agit en même temps de rassembler et de favoriser toutes les religions, comme si la laïcité devenait un traitement égal ou équitable de toutes les religions. Il n'empêche qu'il y a une inflexion chez Nicolas Sarkozy. À partir du moment où il développe l'idée où il crée un ministère de l'identité nationale, hein, il forge une véritable conception d'une laïcité identitaire. D'une laïcité identitaire qui peut être résumée ainsi. Il s'agit de faire que le passé chrétien de la France soit pleinement, disons, intégré avec les nouveaux apports, et donc il s'agit de généraliser dans la France entière le système des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, et je peux vous garantir, pour avoir eu un conflit avec un recteur à Toulouse, à l'université de Toulouse, que c'était bel et bien le projet sarkozyste de l'époque. Mais c'est le Front National qui va le plus prendre tardivement, à partir de 2009-2010, le thème de la laïcité identitaire. Pourquoi? Bien sûr pour masquer sa xénophobie et son racisme. Alors il faut lire de près le programme du Front National si on veut en démonter la rhétorique. Je m'explique. Le Front National commence par dire qu'il respecte pleinement la laïcité et la loi de 1905. Il se propose même de constitutionnaliser la laïcité en intégrant dans la Constitution la formule « La République ne reconnaît aucun communautarisme ». C'est une absurdité totale. Il n'y a pas de raison de le faire, puisque la législation française ne reconnaît que des individus et des associations. Et à partir de là, le Front National ne cesse de répéter que c'est en luttant contre le communautarisme qu'il s'agit de faire respecter le mode de vie de la civilisation française. Il écrit noir sur blanc dans son nouveau programme que la République reconnaît la contribution positive du christianisme et plus particulièrement du catholicisme à l'histoire de la France et aussi de la civilisation française. Et donc il s'agit de lutter contre tous les communautarismes pour dénoncer les soi-disant, accommodements raisonnables, les soi-disant, concessions positives. Dans le programme du Front National, on trouve cette formule, la diversité, c'est le nouveau nom de la préférence immigrée. Donc, voyez-vous, le grand scandale, c'est que 48% des Français croient aujourd'hui que Marine Le Pen est la seule, ou en tout cas la meilleure, des défenseurs de la laïcité. Alors qu'il n'y a pas parti plus anti-laïque
que le Front National. La conception de la dite laïcité du Front National, c'est exactement le contraire des principes de laïcité, ni égalité, ni liberté de conscience. Donc, voyez-vous, nous sommes devant un problème, parce que toutes ces laïcités identitaires, néo-gallicanes, à mon avis, ne méritent pas le terme de laïcité, parce qu'elles, disons, ne prolongent pas, ne se réfèrent pas aux principes fondateurs de la laïcité. La laïcité, ce n'est ni, disons, un héritage des racines chrétiennes de la France, ni la reconduction des cultes reconnus. En fait, ces notions de laïcité identitaire ont été forgées par des politiques instrumentalisant la laïcité pour, disons, ne pas poser clairement la question taboue, celle des rapports entre islam et laïcité.